Carole, vous avez lâché le mot de fond qui est la question de la confiance et qui est vraiment celle qui traverse l'ensemble et qui est, avec d'autant plus, je dirais, sur ces questions de santé, c'est d'extrême peur en gros, de la confrontation à la mort. Disons quand même globalement quelque chose quand on est de ce côté-là. Et ce que vous disiez, finalement, de l'état des lieux et de la vraie question et des vrais objectifs, Dominique, qui est, est-ce que c'est vivre très longtemps et très longtemps, combien de temps en bonne santé? Voilà, vos réactions les uns les autres, qui a envie de prendre la parole, ou bien vous aussi vous avez 2-3 micros, donc ils sont là pour ça. Qui a envie de réagir sur ces questions, réactions, questions, témoignages, un petit peu sur l'ensemble? Jean-Marie, comme vous êtes là, c'est vous qui allez prendre la parole. Merci beaucoup. Oui. Au fond, que manque-t-il pour que la santé globale fasse écosystème et qu'on en sorte de ce que les uns et les autres on a pu vivre et vous-même? Qu'est-ce qui nous manque? La confiance? Une décision politique? À vous de nous dire. Merci en tout cas beaucoup. On va tous avoir des réponses différentes et convergentes, mais en fait, on a l'habitude d'aller demander à l'État-providence de financer des nouveaux projets. Finalement, c'est d'abord la remise en question de chacun, la manière de former, qui va être importante pour transformer, et finalement la sacralisation d'une autre forme d'engagement social qui consiste à intégrer. Il y a d'abord un travail sur soi-même et sur les modes de pensée, ici pour passer d'une médecine centrée sur l'individu à une médecine centrée sur la maladie. Donc avant de demander de l'argent, il faut commencer par réformer sa façon d'être vis-à-vis des autres et socialement. Donc intégrer l'autre et s'intégrer soi-même dans des parcours, dans des collectifs. C'est-à-dire on souffre d'égoïsme et notre système gaspille l'argent à cause de cet égoïsme. Mais si chacun pensait son projet personnel au sein d'un projet collectif, ça pourrait être tout aussi épanouissant et plus utile. Merci et de la question et de la réponse et je reviens bien sur ce qu'il disait tout à l'heure là pour vous reposer la question, Sébastien, à vous. C'est que moi, si ma mémoire est exacte, dans ce qu'est la grande déclaration de ce qu'était l'état de santé de 46, redisant les choses, il y avait les trois, c'est-à-dire qu'il y avait la santé physique, la santé mentale, donc là qui commence à rentrer, mais la troisième chose que vous disiez, qui est la santé sociale. Comment vous réagissez à ça? Je dirais aussi bien Carole que vous. Voilà, qui veut le premier sur le micro. Oui, vous avez raison. La santé est une combinaison de différents facteurs. On a reparlé de l'exposome, il y a le génome et il y a les déterminants sociaux de la santé qui sont des déterminants majeurs dans le fait qu'un individu sera en bonne santé au sens de la santé globale. Et pour revenir à votre question, moi je partage l'avis d'Alain sur, et ça a été dit aussi, et je pense que c'est un constat convergent qu'on a tous exprimé, même avec des angles différents, c'est la nécessité de dépasser un peu nos frontières disciplinaires. Et je pense que ça, c'est une des principales difficultés auxquelles on est confronté. C'est pas favorisé par l'institution. C'est pas favorisé par les appels à projets de recherche, et je pense que effectivement chacun devons un peu dépasser nos propres silos pour pouvoir travailler en bonne intelligence. Et dans cette dimension globale, la santé n'est pas que médicale, c'est aussi une affaire d'ingénieurs, c'est aussi, vous l'avez dit, c'est aussi une affaire de nutritionnistes, c'est aussi une affaire d'autres experts qui ont des connaissances et qui peuvent faire des interventions de manière à ce que ces interventions instaurent des environnements favorables à la santé, en fait. Et avant d'aller sur le soin, c'est aussi ça que nous, on cherche à promouvoir à Santé publique France. Et évidemment, les acteurs économiques, en ce sens, sont des acteurs premiers. Carole, vous de votre côté. Oui, moi je pense qu'effectivement, cette question de la pluridisciplinarité, de fait d'accepter que le patient, il a évidemment des choses à apporter. La personne qui vient en santé-travail pour travailler dans une entreprise, c'est à elle de dire, il faut en tout cas lui donner les conditions favorables pour qu'elle ait envie de dire les choses, qu'elle ait envie d'expliquer peut-être que les changements organisationnels qu'elle vit sont très pesants pour elle. Il y a pas mal de littérature de recherche dessus, avec et le Covid vraiment a fait qu'il y a des choses qui ont été amplifiées pendant cette période-là. Je pense qu'on peut en tirer des enseignements. Alors bon,
Après, en termes de qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qui peut faire que ça améliore, hein, pour répondre un peu à cette question-là. Donc, encore une fois, moi je crois beaucoup, hein, pareil, à la pluridisciplinarité, au fait que ça ne peut pas être... C'est une question sociétale. Il n'y a pas quelqu'un qui est dépositaire de tous les facteurs qui vont avoir un impact. Les déterminants de santé, on sait très bien qu'ils sont à l'extérieur de la santé. La plupart des déterminants, un des premiers déterminants, on a parlé tout à l'heure de tout ce qui était social, on voit bien que les évolutions et les différences qu'on a, par exemple quand on a mis en place le plan national nutrition santé, les premières évaluations, elles ont montré que c'était assez positif, mais avec un bémol, donc enfin, du coup on a essayé d'améliorer les choses, c'est que finalement ceux qui progressaient le mieux et qui profitaient le mieux de ce plan, c'était ceux qui étaient finalement dans la meilleure condition parce qu'ils avaient la question de l'accessibilité culturelle et ils étaient capables de comprendre les messages qu'on leur envoyait. Donc c'est la première question. En fait, il n'y a pas de notion, cette notion d'égalité, elle n'est pas juste. La question, c'est vraiment comment on met de l'équité et comment on fait pour apporter des choses pour que les gens qui n'ont pas les mêmes besoins reçoivent la même chose et puissent sortir de la même manière. Oui, alors je partage pleinement effectivement cette notion d'équité. Elle est bien présente. Tout ce qu'on fait comme promotion et prévention ne bénéficie pas à ceux qui devraient en profiter. Puis moi, je fais le lien. On dit toujours à l'heure actuelle qu'entre le monde du travail et le monde personnel, il n'y a plus de barrières. Et ça aussi, il faut prendre en considération. Quelqu'un qui est mal dans son travail, forcément, sera mal dans sa vie. Et quelqu'un qui est malade dans sa vie, dans son travail, ça ira pas. Donc c'est bien plus large, effectivement. Il faut décloisonner et tout et prendre à 360 ces deux mondes qui sont complémentaires et qui vont pas l'un sans l'autre. Mais il faut changer les programmes et Dieu sait que voilà, en médecine voilà, oui. Moi j'ai voulu, alors je vais vous donner une anecdote, donc j'ai dit je vais réformer la faculté de médecine rien que ça hein, à Lausanne, vu qu'on avait réformé carrément. Puisque le programme infirmier ça y est, il est tout nouveau, il est sur les rails, on a de la santé enfin on a plein de choses dedans. On s'est dit on va attaquer la faculté de médecine et on m'a dit non mais vous allez quand même pas faire changer pas le PowerPoint, le transparent du professeur. Si je comptais bien, donc on va attendre la retraite puis on changera après les programmes. La pyramide des âges, ça aide. Florian, vous le mot de la fin, parce que vous sur un petit peu tout ce qu'on a vu de ce côté-là et à la fois les multidéterminants et votre job à vous si je peux me permettre, que c'est vous qui avez le job dur aussi comme Alain, vous êtes des deux côtés de la brochette, je vais dire, de soigner. Quelle responsabilité, le mot de la fin. Non, simplement, je pense que le décloisonnement dont vous parlez, moi j'ai été très intéressée par ce qui a été dit, et le décloisonnement entre professionnels aussi. Quand je vous parlais effectivement de démarche participative, et que à des moments c'est l'aide-soignante qui va trouver la solution. Voilà, je pense que qui va trouver la solution autour du patient. Enfin, moi j'ai longtemps aussi travaillé en psychiatrie, et s'il y a quelque chose que j'ai retenu en psychiatrie, c'est ce côté où il y a une considération pour tout professionnel, quel que soit sa formation, et que souvent les psychiatres disaient celui qui en sait le plus sur le patient, c'est la dame qui fait le ménage dans la chambre, parce qu'elle va discuter avec le patient sous un autre angle, il n'y aura pas forcément les mêmes enjeux. Donc je pense que effectivement l'hôpital, qui effectivement n'est pas le seul lieu de soins, ça doit être aussi pour les professionnels un lieu de décloisonnement, et c'est vraiment pas dans notre culture. Décloisonnement entre les professionnels, décloisonnement entre les services. Et sortir effectivement de nos schémas établis depuis X temps, que le summum, en tout cas chez les paramédicaux, c'est l'IAD, et que au bas de l'échelle c'est la femme de ménage, voire l'infirmière de médecine, et que le summum c'est le chirurgien, et que tout en bas c'est le médecin de médecine interne, voire l'urgentiste. Donc voilà, c'est aussi, je pense qu'il y a aussi ce sujet-là dans ce que j'entends sur le décloisonnement. En train de bouger, mais on a un peu l'impression, si je peux m'être vu de l'extérieur, je sais pas quelle est votre impression à vous, mais qu'il y a quand même des effets clapets et qu'il y a des trucs qu'on pourrait plus revoir. Moi, je me souviens, alors pardon, parce que ça fait, je raconte mes guerres avec Jacques il y a quelques années, on organisait comme ça un truc dans une fac en Picardie. Alors c'était plein de gens très bien, et donc c'était un truc sur justement déjà Sébastien, sur la question environnement, santé, travail, et notamment était évoquée la question de l'amiante. Mais je
dois dire que et j'avais donc là à la fois la fille qui dirigeait la NAT locale, une autre qui était la juge d'ailleurs emblématique de l'amiante et un certain nombre de choses devant là. Et alors là, j'avais pas de gilet pare-balles ni anti-lance-flamme et tout, mais on s'est fait absolument passer au lance-flamme parce que comment vous osez parler de santé sans être médecin? Et j'en ai eu 3-4 comme ça. C'était il y a 10 ans à peu près. Je pense que ça on verra plus. Donc tant mieux. Mais je veux dire, ce que vraiment apprécié beaucoup, c'est la diversité de l'écoute et de la prise en compte des rôles de vous tous qui êtes là. Et ben je crois qu'on est en train d'arriver sur le final et qu'on va vous remercier. Je vous propose de les applaudir moultement parce que vraiment super. Moi j'ai du mal à applaudir et à tenir mon micro. Et puis merci à vous d'être là. Et donc sur tout ce truc-là, voilà le replay, et ben sur le site du Cercle, grâce à Jean-Loup qui est là et qui a capté les choses début de semaine prochaine. Donc mardi, normalement, on devrait avoir ça. Et vraiment, on vous remercie infiniment. Et on voit vraiment que les choses progressent. Encore une fois, même si les portes d'entrée autour de ce vieil truc de la porte de Versailles demeurent avec il y a l'entrée cour et l'entrée jardin, disons ça comme ça gentiment. À bientôt, merci à vous tous. Et donc sur les datas, demain après-midi, alors on va faire une grande première, si on peut dire, pour ici Préventica, puisque on est très content parce que les politiques nous aident pas toujours. On a un député complètement fanat de data qui a abandonné un truc à Bruxelles pour être avec nous, mais comme il doit quand même être à Bruxelles, il sera en visio, donc on sera en visio des deux côtés, et donc ça va pas être simple. Et voilà, donc demain sur les data santé-travail, c'est demain après-midi, et demain, l'un des grands axes qu'on va poursuivre sur les femmes, donc femmes et exosquelettes, notre deuxième truc demain, et c'est tout ce que vous disiez. Voilà, merci à vous tous. Merci madame.